Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Les semaines filent, les quarantaines s'enchaînent, mais le championnat de National League se poursuit tant bien que mal. De quoi enregistrer un nouvel épisode de notre podcast Point de Vue. Je suis Pierre Chouvet et j'accueille l'indémodable Patricia Morand et l'inoxydable François Ressier. Salut Pam, salut François. Salut Pierre, salut Pam. Salut Pierre, salut François. Les salutations effectuées permettent de vous annoncer le programme de ce podcast. Donc nous évoquerons ensemble aujourd'hui en premier lieu le cas du Lausanne Hockey Club que Gotteron retrouve samedi soir. Un LHC passé en quelques mois de petits lionceaux inoffensifs à terribles bêtes noires des Dragons. Ensuite, dans un deuxième temps et dans un deuxième tiers plutôt offensif, nous parlerons de buteurs avant le quart de finale de la Coupe de Suisse entre Gotteron et Ambry. Donc Gotteron qui mise sur plusieurs têtes pour animer son offensive alors que Ambry Julius Nettinen dépendant. Et ensuite, dans le troisième tiers-temps, nous intéresserons aux deux visages des Fribourgeois, conquérants à domicile, mais plutôt friables à l'extérieur. Première mise en jeu, on lâche le puck. François, Patricia, commençons, comme on l'a dit, avec le Lausanne Hockey Club qui découvrira la nouvelle BCF Arena samedi soir. Vainqueur 6-1, 6-1 des deux premiers sets. La comparaison tennistique de circonstances. Lausanne, nouveau complexe de Gotteron, François ? Ouais, je pense que c'est exagéré de parler de complexe. C'était quand même un scénario de match assez particulier dans le sens où Lausanne avait eu cette longue quarantaine à digérer. Gotteron a commencé fort et plutôt bien ce match. Après, il y a les buts qui se sont enchaînés. Il y a beaucoup de réussite du côté lausannois pour vraiment avoir un complexe. Je pense qu'il faut jouer plus que deux matchs pour pouvoir parler de complexe. On le rappelle, 6 victoires de Gotteron l'année passée contre Lausanne. Patricia, tu as assisté aux deux matchs à Lausanne cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé en un été pour qu'on passe d'un extrême à l'autre, même si, comme on l'a dit, il n'y a que deux matchs? Je pense que j'ai déjà dit, mais Lausanne est hyper fort. Ils ont des armes offensives assez impressionnantes, ils ont beaucoup de vitesse. Ils paraissaient quand même bridés sous Ville Peltonen, parce que Gotteron les avait battus 6 fois, c'était Ville Peltonen. Et puis là, ils osent plus, ils osent sortir, ils osent construire. Et puis c'est ça qui fait le plus mal. François, tu es allé ce matin à la patinoire du LHC. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Le LHC vit bien? Alors pendant l'entraînement, c'est un peu difficile de sentir l'ambiance, même si c'était plutôt jovial comme entraînement. Avec des petits défis, des joueurs qui applaudissent, qui encouragent le gardien, comme on peut voir ça dans d'autres équipes. Il n'y avait rien de particulier. Après, je me suis entretenu avec John Foust, Joël Genadzi, Christophe Berchi, quelques Lausannois. Et ce qui ressortait, c'est quand même un peu cette nouvelle dynamique, nouvelle culture qu'ils essayent d'instaurer dans le vestiaire lausannois. Ils m'ont tous un peu parlé de cette plus grande concurrence dans l'effectif. Il y a eu, on se souvient, beaucoup d'échanges cet été. Du coup, il y a 5 étrangers, donc les étrangers doivent se battre pour avoir du temps de glace, les Suisses doivent se battre pour avoir des bonnes positions, donc ça crée quelque chose de bon dans l'équipe. Chacun doit donner son maximum pour jouer, et puis le style de jeu est différent. C'était beaucoup plus défensif, beaucoup plus rigoureux avec Peltonen, et là ils sont tous plus ou moins contents d'avoir un système. Alors ils reconnaissent que le système est plus risqué, parce que ça se projette plus vers l'avant. Mais quand ça fonctionne comme actuellement, c'est un plaisir, notamment pour les attaquants, parce qu'il y a beaucoup de buts, il y a de la confiance, et puis ça se passe bien. Oui, puis on dit toujours qu'on joue comme on s'entraîne, donc je pense que quand on a deux premières lignes d'attaque telles qu'elles existent à Lausanne, avec dans une Malguin, avec Konacher, des gars comme ça, c'est motivant, et puis ça donne du rythme. Lausanne qui peut compter sur un Denis Malguin rayonnant. Bon, il ne l'a pas forcément été contre Fribourg mardi, on l'a un peu moins vu. C'est un joueur qui pourrait partir si la saison reprend. C'est un risque pour Lausanne de perdre en substance si ça reprend outre-Atlantique. Ouais, c'est sûr que ça sera une grosse perte. Après, il y a quand même passablement de talent et d'options dans cette équipe, et visiblement, en tout cas c'est ce qu'il me disait encore ce matin à l'entraînement, ils sont tous au courant que à tout moment il peut partir, donc
Il faudra digérer son départ s'il part, parce que pour l'instant, ils avaient l'air de dire qu'il pourrait encore être là quelques semaines, tant qu'il n'y a pas de nouvelles d'Amérique du Nord. Et puis après, il faudra voir. La saison serait très longue, il y aura encore d'autres quarantaines, il y aura des dynamiques différentes pour toutes les équipes. Alors oui, c'est comme ça qu'on verra les bonnes équipes à la fin de ce championnat. C'est celles qui auront réussi à rebondir après une longue période sans match et qui aura réussi à maintenir un certain niveau tout au long de la saison, je pense. Alors on le voit, Gauthieron est peut-être un cran en dessous de Lausanne actuellement. Qu'est-ce que Gauthieron peut envier à cette équipe vaudoise, Patricia? Surtout de la percussion offensive, des idées dès le moment où on sort de sa zone afin de mener l'attaque et une superbe vitesse au niveau des contre-attaques. Ça, c'est le plus important parce que Fribourg n'a pas forcément perdu défensivement, même si le match de mardi était un petit peu spécial puisque Reto Berra n'a surtout pas fait du Reto Berra. Mais c'est surtout cette force offensive qui manque à Fribourg. J'ai l'impression que Lausanne est très, très fort défensivement, très rugueux comme pouvait l'être ou l'est toujours Genève, ce qui a eu gêné Gauthieron par le passé. Vous avez aussi un petit peu eu cette impression que Gauthieron était un peu dans ses petits patins quand il était en phase offensive. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment ce bloc compact devant le gardien et puis une certaine sérénité. Les résultats sont là, c'est 6 victoires d'affilée, Lausanne, je crois 8 sur les 9 derniers matchs. Donc, ils ont trouvé un système. Là, il me disait que le match de mardi, il n'était pas tellement représentatif non plus parce qu'ils étaient un peu à bout de souffle, donc ils étaient plus prudents que d'habitude. Mais c'est clair qu'en jouant de cette manière, dès qu'il y a une erreur adverse, il y a beaucoup de place sur la glace pour partir en contre-attaque. Et comme tu l'as dit, Pam, avec cette vitesse et ce talent offensif, ça fait très mal. Dès qu'il y a un surnombre, c'est un but, ou en tout cas c'est une très bonne chance de but. Et peut-être que Gauthieron a tout intérêt à être un peu plus prudent, à peut-être tirer un peu moins souvent, mais à prendre moins de risques, à surveiller ses arrières, pour empêcher surtout les Lausannois de déployer cette vitesse. Il y a un joueur qui marche bien actuellement à Lausanne, on le connaît bien, fribourgeois, Christophe Berthier. 6 buts lors des 5 derniers matchs, si je ne me trompe pas, après un mois d'octobre quand même assez compliqué. Christophe Berthier est une priorité pour le président Hubert Weber. Il l'avait dit il y a de cela, je dirais, une année. Il lui reste encore une année de contrat après la saison actuelle, donc ce n'est pas un dossier brûlant. Mais François, tu as parlé avec lui aujourd'hui. Tu as l'impression que l'ami Christophe, qui est un peu détesté du côté de Fribourg après les épisodes de la finale quand il jouait à Berne, est-ce qu'il pourrait être intéressé par Gauthieron? On en est assez loin. J'ai essayé d'évoquer le sujet. Alors, il m'a rappelé qu'il avait encore une année et demie de contrat avec Lausanne pour commencer, ce qui est juste. Donc, il a le temps de voir venir. Gauthieron était déjà intéressé avant l'arrivée d'Hubert Weber, parce que quand il est revenu, quand il a manifesté son envie de rentrer en Suisse, après son expérience en Amérique du Nord, Gauthieron a fait le forcing pour l'avoir déjà à ce moment-là. Malheureusement pour Fribourg, Lausanne a surenchéri, comme souvent. Et du coup, ça a aidé Berthier, je pense, ça l'a poussé à choisir plutôt Lausanne. Après, il y a quand même un projet sportif et des ambitions à Lausanne qui doivent satisfaire un joueur comme Berthier. D'ailleurs, il l'a dit, il est content, il est heureux là-bas. Ils sont en tête du classement du championnat suisse. Gauthieron est aussi plutôt sur une pente ascendante avec la nouvelle patinoire. Il y a aussi un projet, mais il n'y a rien à part qu'il est fribourgeois. Mais je veux dire, il y a plein d'autres clubs suisses qui seront intéressés par Christophe Berthier. Et je pense que si Gauthieron veut l'avoir, ça ne suffira pas de sortir le président Saint-Ginois pour dire à Berthier de venir. Il faudra sortir aussi le chéquier. Voilà. Oui, et puis Berthier avait pris sa décision relativement vite, même si elle n'avait pas été communiquée quand il était revenu d'Amérique du Nord. Donc là, alors effectivement, à mon avis, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais il ne faut pas laisser passer le train non plus, si je peux me permettre, parce que tout le monde doit faire attention à son budget à cause du Covid, à cause du huis clos, à cause de beaucoup de choses, des problèmes financiers, mais ça n'empêche peut-être pas de mener quelques discussions si vraiment on tient à engager un joueur. Pour l'anecdote, si on repense à quand Christophe Berthier était rentré d'Amérique du Nord, je crois que même Reto Berra l'avait appelé, il venait de signer à Gauthieron pour essayer de le convaincre de venir.
Mais à cette époque, c'était un petit peu un mauvais timing pour Gauthieron qui avait joué la finale des play-outs contre Ambry, qui vivait une saison catastrophique. Donc je pense que c'était pas vraiment une excellente publicité pour lui à ce moment-là. Enfin, une publicité pour Gauthieron. Peut-être que voilà, maintenant... Gauthieron est mieux placé maintenant, effectivement, pour attirer ce genre de joueurs avec la... Je ne sais pas si on peut dire l'âge avancé, mais l'âge qui avance de Sprunger, chercher un buteur, chercher un Fribourgeois pour porter ce club. Je pense que c'est pas pour rien que Gauthieron s'intéresse à Berthier. C'est assez logique et ça serait évidemment un très bon renfort, je pense, pour Gauthieron. Après, le fait est que Berthier n'est pas dans la même situation et qu'il aura sans doute et très certainement l'embarras du choix. Donc la balle est clairement dans le camp de Berthier. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le Lausanne, mais je vous propose de passer au deuxième tiers-temps. Avec, comme nous vous l'annoncions, un petit zoom sur les buteurs. Donc on va parler de la Coupe de Suisse et du quart de finale de lundi à travers ceux qui font trembler les filets. Alors là où Ambry compte plus que de raison sur le Finlandais Julius Nettinen, 12 buts, on y reviendra. Fribourg dispose, lui, d'une force de frappe répartie sur plusieurs têtes. On voit sur les statistiques, il y a 11 joueurs à 2 buts ou plus. Personne n'a fait mieux dans la ligue à ce niveau-là. Alors c'est une stat très, très officieuse, je vous l'accorde, mais ça montre un peu que plusieurs joueurs sont capables de marquer en ce début de saison. C'est une bonne chose, mais est-ce qu'à l'inverse, il ne manque pas un vrai buteur à Fribourg comme en possède un Ambry ? Incontestablement. Qui pourrait l'être ? Je ne vois pas Justement, vraiment de c'est ma joueur, question. c'est ça. Moi, je vois pas tellement. Motet a marqué 6 buts, mais est-ce que c'est un véritable buteur ? Oui, lorsqu'il est en bonne position. Il est aussi capable de faire quelques percées, mais sinon, de véritables buteurs, j'en vois pas dans ce contingent. Moi, je pense pas que c'est tellement un problème. Après, c'est toujours pareil. Quand on a un bon joueur qui est en grande forme et qui plante but sur but, on se dit chouette, il est avec nous. Mais le jour où il est dans une phase un peu plus creuse, il n'y a personne pour prendre le relais. Au début de saison, Sprunger ne marquait pas. Et on n'a pas arrêté de dire quand est-ce qu'il va marquer. Dubé disait tant mieux, enfin pas tant mieux, mais ça ne nous pose pas de problème parce qu'il y en a plein d'autres qui marquent à sa place. Et finalement, pour un entraîneur et pour une équipe, autant avoir plusieurs armes offensives. Donc si un certain nombre de joueurs arrivent à produire sur une base régulière, sans être au top niveau des compteurs suisses, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour Gauthieron. Je préfère avoir 11 gars qui ont marqué des buts à Gauthieron que Julius Nettinen tout seul. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, Valzer, il est parti sur des bases hyper élevées parce que... il a 3 buts. Ouais, 3 buts. Sa meilleure saison, c'est 11 buts en Liga. Donc là, on est à 1/5 de la saison. S'il continue sur ce rythme-là, il va réaliser sa meilleure saison, de toute façon. Il y a des buteurs qui ronronnent actuellement. Eren, 2 buts. Sprunger, 2 buts. Rossi, qui est aussi un buteur, 2 buts. C'est des profils qui pourraient encore progresser à ce niveau-là. Ouais, justement, il y a une petite marge de manœuvre. Motet fait un bon début de saison et en première ligne, alors les lignes vont changer un peu, peut-être qu'on en parlera après. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais là, il y avait une certaine stabilité avec Stolberg et Desharnais. Je pense que c'est un très bon complément et oui, pour moi, c'est un buteur et il est plutôt efficace. Après, voilà, est-ce que Motet doit mettre plus de 20 buts cette saison ? Est-ce que s'il est à 15, mais que d'autres sont à 15, ça pose pas de problème ? C'est toujours pareil, des buts il faut en marquer, mais souvent il suffit aussi de pas en encaisser pour gagner des matchs, donc il faut un certain équilibre et finalement il n'y a pas besoin d'avoir tous les meilleurs compteurs du championnat dans l'équipe pour performer. Le meilleur buteur de Gauthieron la saison passée, c'était qui ? Petit quiz improvisé. Moi j'ai travaillé, c'est Brodin. Il avait 16 buts, Brodin, la saison dernière. Exactement. Puis juste devant Motet qui en avait 15 d'ailleurs. Brodin qui joue pas ou peu, on vous l'annonce, il va jouer samedi. Di Domenico est légèrement touché, il devrait rater 1 ou 2 matchs, revenir potentiellement la semaine prochaine. C'est quand même cocasse quand on pense que son meilleur buteur est en tribune, son meilleur buteur de la saison d'avant.
Oui, mais on a déjà évoqué pas mal de fois la problématique des étrangers. Dubé avait essayé de le mettre à Lausanne lors du premier match à Lausanne, puisque la saison dernière, Brodin avait réalisé de grosses performances contre cet adversaire. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Espérons que pour Fribourg, que demain ça ira mieux. En tout cas, s'il marque 4 buts, il pourra remonter assez vite dans la hiérarchie, parce que si on regarde vite, donc Motet 6 buts, Stolberg 4. Après les autres, on les a évoqués, ils sont à 2 buts. Il y a aussi Desharnais et puis d'autres étrangers, Desharnais, Di Domenico et puis Gunderson qui sont à 3, juste. Oui, François exactement. Et Walzer. Et Walzer, donc. Et Walzer, Ouais. On parlait avant, on évoquait la comparaison avec Ambry qui est assez frappant. Donc il y a Nettinen à 12 buts, le second buteur c'est Fora avec 3, donc là il y a un énorme trou. Je vous propose de s'arrêter quelques minutes sur Julius Nettinen, qui est un petit peu le phénomène de ce début de saison. Julius Nettinen qui fera l'objet d'un article dans le journal de lundi avant le match de coupe entre justement Ambry et Gauthieron. Donc à ce propos, je vous propose d'écouter Pierre Salinas, notre collègue qui prépare cet article, puis qui nous fait rapidement le portrait de Julius Nettinen. Petite respiration dans ce podcast pour parler du match de Fribourg-Gauthieron, lundi à Ambry, et qui va compter pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. C'est un brin réducteur de parler comme ça, mais Ambry-Piotta, cette saison, s'appuie beaucoup sur un seul et même joueur, en tout cas offensivement. Julius Nettinen, un Finlandais de 23 ans qui occupe la 3e place du classement des compteurs. Nettinen, après 10 matchs, a déjà inscrit 14 points. C'est un petit peu moins que Linus Omark et Roman Chervenka qui ont respectivement 18 et 15 points, en tout cas avant les matchs de vendredi. Surtout, Julius Nettinen, c'est le meilleur buteur en fait sur Powerplay. Il a déjà inscrit 7 buts à 5 contre 4 et souvent de la même façon. Comme tous les spécialistes du powerplay, il a un peu son bureau, une place attitrée. Chez Nettinen, c'est à gauche de la cage adverse et il marque souvent de la même façon aussi. C'est sur un tir direct, donc un tir sur réception, avec passe souvent de Dominique Zwerger. Une statistique encore plus impressionnante, c'est 26% comme le pourcentage de réussite de Julius Nettinen. Ça veut dire qu'un tir sur 4 fait mouche. Donc voilà, Gauthieron est averti. Et puis lundi à Ambry, le danger numéro 1, ce sera Nettinen. Alors, on l'a compris, c'est un joueur qui a un tir assez phénoménal. Il est comparé souvent à Dominique Kubalik. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux joueurs ? Sur l'impact qu'ils ont dans une équipe comme Ambry, je pense que c'est comparable parce qu'on se souvient quand Kubalik était là, il avait porté Ambry à bout de bras. C'est à nouveau le cas maintenant avec Nettinen. Dans le jeu, c'est pas tout à fait pareil, mais on retrouve des similitudes, notamment sur Powerplay. Mais voilà, c'est des joueurs, c'est des buteurs. C'est dans ces situations-là que la différence se fait souvent. Ils sont souvent à la conclusion des schémas. Donc c'est normal qu'on tire des parallèles entre ces deux joueurs. Nettinen, c'est une belle découverte pour le championnat et je pense que c'est sympa pour les amateurs de hockey de voir ce genre de joueurs. J'ai pas dit spectateurs puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours plaisant de voir ce genre de joueurs dans notre championnat. Oui. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est qu'en parlant avec les gens d'Ambry au début de la saison, ils disaient Nettinen, c'est pas du tout le même style que Kubalik et tout, mais on se rend compte quand même que au niveau de l'apport et au niveau de l'importance dans l'équipe, c'est exactement la même chose. Moi, je le trouve. Bon, j'ai pas un énorme échantillon, j'ai eu 1 ou 2 matchs d'Ambry cette saison, mais de ce que j'ai vu, je le trouve quand même nettement moins fort dans le jeu en fait. Et puis que c'est son tir sur powerplay, alors toujours au même endroit. On se demandait s'il n'y a pas quand même des équipes qui vont commencer à s'ajuster. Je pense qu'il y a un powerplay, faudra que Connor Hughes, qui risque de jouer lundi, s'attende à recevoir un tir puissant au premier poteau quand il y aura la passe. Mais pour ce que j'en ai vu, je le trouve moins impressionnant que Kubalik. Mais après, c'est assez logique compte tenu du fait que Kubalik, la saison d'après, il est parti en NHL et qu'il a bien réussi là-bas. Donc c'est quand même aussi un peu une exception. Peut-être que le comparer, c'est pas non plus un cadeau qu'on lui fait. C'est inévitable qu'on compare ces deux joueurs puisqu'ils sont passés par Ambry, le même club, en très peu d'écart. Nettinen, ce qui est aussi impressionnant, c'est ses statistiques qu'il avait la saison dernière en Finlande, qui est un
championnat plutôt défensif, comme beaucoup de championnats scandinaves. Et il avait, je crois, près d'1 point ou juste un peu plus d'1 point par match de moyenne. Donc, des capacités offensives sont clairement là. Il le prouve maintenant ce début de saison. Ce qui est assez fou, c'est que Ambry, comme on l'a dit avant avec les statistiques, c'est que c'est Nettinen. Et après, si une équipe arrive à contenir Nettinen, notamment sur le powerplay, peut-être en repérant les schémas, en accordant une importance particulière, je pense qu'elles le font à part ça toutes. Mais pour l'instant, ils trouvent encore les solutions de faire mal. Après, derrière, Ambry, c'est quand même pas si impressionnant que ça. Donc, ça doit aussi simplifier le jeu des équipes adverses, et puis on verra sur la longueur, comme toujours, hein, la saison est assez jeune. Pour conclure sur Nettinen, on l'a dit, 12 buts en 10 matchs. Le record en National League est à 37. Alors, c'était pas encore de la National League, mais c'était sous un format plus ou moins similaire. Alors, je sais pas si c'était 44 ou 50 matchs, mais c'est une information que j'ai lue dans un papier de Sport Center. Qui détient ce record? Petit quiz. T'as écrit trop gros sur ta feuille, j'arrive à lire, alors je joue pas. Bon, alors Patricia, tu le connais, c'est un joueur que tu as longtemps vu jouer. Quelle année? En quelle année il a battu le record? Komutov. Non, alors c'est plus tard. C'est plus tard. Plus tard, ouais. Un joueur roman Ah non, qui avait aussi un peu son... Damien Brunner. Non, il n'est pas roman. Mais... Ouais, c'est vrai, il est d'Uri, quoi, mais il joue pour un club roman, dit-on. Non, c'est un club bernois, bien. Non, il y a débat. Non, c'est un joueur qui a joué à Davos, qui avait aussi son bureau de l'autre côté. Michel Riesen. 37 buts, il apparaît bien parti pour battre ce record. En tout cas, s'il continue sur ce rythme, il va l'exploser. Mais on peut penser qu'avec... la saison est longue. Moi, je suis pas sûr qu'il le batte. Ouais, son pourcentage les de paris. Il fait un point à la fin de la saison. Ouais. On verra tout ça. Et c'est déjà l'heure de passer à notre 3e période. Donc partons pour cette 3e période avec un constat, donc celui que les hommes de Christian Dubé sont irrésistibles à domicile, avec 5 victoires en 5 matchs, beaucoup moins à l'extérieur, avec 4 défaites d'affilée. Est-ce qu'il y a une explication selon vous? Pour moi pas, parce que elle se situe où la différence entre jouer à domicile ou à l'extérieur quand il n'y a personne dans les gradins? Alors, il y a peut-être une petite chance de connaître les déformations de la bande pour faire des passes ou autre chose. Et puis, mais sinon, il y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas le public. L'arbitre n'est pas influencé. Hein. L'équipe, elle n'est pas soutenue de la même façon. Le confort des vestiaires, c'est une explication. Puis l'absence de voyage, c'est tout. Ouais, le déplacement, le coaching, il y a quand même quelques petits changements à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer d'une fois à l'autre. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder le calendrier aussi de Gotteron. Ils ont perdu 2 fois à Lausanne, 1 fois à Zurich à l'extérieur, par exemple. Voilà, c'est pas des adversaires faciles à manœuvrer actuellement. À Lugano, ils ont perdu aussi. Le voyage, là, il est quand même assez long et il reste dans les jambes. À domicile, ça s'est bien passé. Je pense que c'est important. Mais c'est vrai que c'est plutôt important de gagner à domicile, on dit, quand il y a du public, parce que ça crée l'engouement, ça donne envie aux gens de venir, et puis ça fait un peu forteresse imprenable, ils aiment bien ça, les équipes. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir un bilan relativement équilibré. J'ai regardé assez rapidement les stats des autres saisons. Il y a un peu de tout, finalement. Il y a certaines saisons, des équipes qui sont très, très, très fortes à domicile, puis qui arrivent, du coup, à avoir un bon classement. Et puis d'autres saisons, des équipes qui sont pas mal à domicile et à l'extérieur, et ça leur donne un bon classement. Donc si les victoires-défaites s'équilibrent, j'ai envie de dire, peu importe où les victoires tombent. Après, si la série est trop longue, là, il peut y avoir un début de complexe, et puis là, ça peut vite devenir problématique. Il y a quand même, vous le soulignez, le calendrier qui fait beaucoup. Gotteron a affronté Rapperswil, Ambry, Lugano, 2 fois Bienne à domicile. Il n'y a pas vraiment eu de gros tests pour l'instant. Alors Lugano pouvait en être un, surtout qu'ils les avaient affrontés en étant décimés. Lausanne, premier vrai grand test à domicile. Exactement, parce que Fribourg a aussi battu Bienne, mais Bienne, normalement, est une bonne équipe, mais elle peine vraiment beaucoup en ce début de saison. Donc,
à mon avis, c'est aussi une question, effectivement, d'adversaire. Avec Gauthieron qui a encaissé sur ses 4 derniers déplacements 21 buts sur les 34 qu'ils ont encaissés en tout. Donc Gauthieron voyage quand même assez mal dernièrement, mais je vous rejoins assez dans l'idée que voilà, les matchs à huis clos ont moins d'impact que s'il y avait des spectateurs pour les équipes qui évoluent à domicile. L'échantillon était quand même assez faible parce que ils ont encaissé 2 fois 6 buts à Lausanne, mais on l'a dit, Lausanne a eu beaucoup de réussites. Le premier des 2 matchs, Gauthieron, enfin même les 2 matchs, mentalement, ils ont un peu lâché à un moment donné. Donc voilà, ça fait beaucoup de buts au final. On dira ils encaissent énormément à l'extérieur. Je pense que c'est déjà un petit peu relativisé. À Lugano, ils ont commencé très mal, ils ont déjà 3 buts, mais si on prend les dernières minutes, enfin la fin du match, c'est beaucoup plus équilibré. Donc il manque un peu de match vraiment pour se faire une idée, mais peut-être qu'en étant un peu plus discipliné, un peu plus prudent, changer un peu le style de jeu à l'extérieur, ça permet de conserver ce 0-0 plus longtemps. C'est quand même souvent ce qui est recherché à l'extérieur, c'est-à-dire de rester dans le match, de prendre son temps, de pas s'affoler. Quand une équipe est à domicile, même sans public, une fois qu'elle est en plus en confiance, qu'elle joue chez elle, puis qu'elle gagne de 2 ou 3 buts, ça devient compliqué de réagir. Puis Fribourg a toujours pas affronté 3 équipes, hein. Faut pas l'oublier non plus. Zug qui peut être un très gros morceau. Genève Servette et Davos. Est-ce qu'ils vont réagir? Ils sont sur très peu de parties jusque-là, mais tout le monde attend plus des Grisons. Il n'empêche que quand même Gauthieron réalise un bon début de championnat. On se posait un peu la question de savoir si cette équipe allait pouvoir performer, sachant qu'elle ne pourrait pas vraiment jouer avec les émotions. Alors c'est toujours un peu cliché, mais c'est vrai que ça revient beaucoup avec Fribourg qui fonctionne avec l'énergie de son public. Donc voilà, Fribourg n'a pas forcément besoin d'émotions pour gagner. C'est une bonne nouvelle. Je sais plus trop quoi penser avec ça. Je vais faire mon vieux journaliste que je suis gentiment. Il y a quelques années en arrière, Gauthieron gagnait qu'avec l'émotion, des séries de play-off incroyables et tout. Et puis avec l'arrivée de Kosman, je me souviens qu'il y avait des matchs qui étaient vraiment dénués d'émotion, que Gauthieron gagnait. Alors bon, ils avaient une bonne équipe, ils jouaient le haut de classement. Peut-être que c'était un autre contexte et un autre style. Mais à l'époque, je me souviens que je m'étais plutôt réjoui de ça dans le journal, parce que je me disais, voilà, quoi, c'est une équipe qui est sereine, qui est stable, qui sait où elle va, et puis elle joue, elle déroule son hockey, puis elle gagne des matchs. Et puis je trouve que les émotions, alors ça peut être très bien pour tout d'un coup arracher une prolongation avec l'énergie du désespoir, ça peut être super pour emballer un match, mais souvent ça masque un peu quelques faiblesses. Donc quand il n'y a pas d'émotion, on voit, je trouve, que l'équipe, elle est bien organisée, elle sait où elle va. Donc une équipe qui arrive à avoir des bons résultats sans émotion, ou sans trop d'émotion, après c'est aussi aux joueurs de la mettre, l'émotion sur la glace, mais j'y vois plutôt un bon signe, un signe d'une équipe qui se porte bien et qui arrive justement elle-même à générer et de l'énergie et des émotions sur la glace. À Lugano, il y a eu quelques émotions quand même. C'est vrai, il y a eu un retournement de situation comme on n'en voit plus beaucoup dans le hockey. On en voit encore, mais... Non, mais c'est ça, les émotions, à un moment donné, il en faut. Et cette petite étincelle ou cette façon de faire tourner les matchs, on se souvient que Max Orley était un grand spécialiste pour jouer avec les émotions de ses joueurs, et du public, des arbitres, des adversaires. Enfin, il tirait toutes les ficelles qu'il pouvait, mais ça permettait vraiment de modifier le cours d'un match avec des équipes qui perdaient complètement les pédales en cours de route alors qu'elles étaient en train de dominer le match. Donc les émotions, elles sont là dans le sport, il faut vivre avec. Il n'y a pas que celles du public. Mais il faut évidemment les gérer. Pierre, tu vois des émotions, toi, chez les Dragons? Non, mais je rejoins assez François dans son analyse sur le fait que voilà, on a l'impression que Fribourg est beaucoup plus terre à terre et qu'il n'a pas besoin d'avoir tout un contexte pour réussir. C'est une équipe un peu plus mature, j'ai l'impression. Et puis, après, des émotions, ça peut jamais faire de mal. Et puis, je pense qu'il pourrait se réjouir de retrouver du public, comme tout le monde. Mais ça paraît assez mal barré, d'après ce qu'on a pu lire dans le journal du Jura, avec pas de retour de public avant, en tout cas à la fin mars. Donc, autant dire avant la fin de saison.
Oui, ça risque de durer un peu. Et là, il y aura des questions de remboursement d'abonnement et de choses comme ça qui vont forcément arriver sur la table. Et les clubs qui temporisaient un peu actuellement en se disant, bon, si en décembre ou tout début janvier, les gens peuvent revenir, on pourra toujours leur dire, vous avez raté quelques matchs, mais vous avez vu l'essentiel de la saison. Là, si ça se confirme et qu'aucun canton n'autorise les spectateurs à revenir jusqu'en mars, eh ben, il y aura d'autres problèmes qui se poseront. Alors, il y a ces aides à fonds perdus qui vont aider les clubs, mais par contre, les liquidités qu'il faudra trouver pour commencer à rembourser, ça sera un autre problème. On aura l'occasion d'en parler dans un prochain podcast. On va conclure celui-ci avec notre traditionnel passage sur les pronostics. Tout d'abord, je crois, tirer notre chapeau à Patricia. C'est un exploit rare. Alors, si vous avez de l'argent à parier, écrivez-lui parce que donc, sur les 2 derniers matchs... Il ne faut pas être responsable des pertes des gens. Nous devons garder pour autre chose. C'est plus utile, l'argent. Tu peux les aider à devenir riches. Donc, on rappelle, Patricia, tu avais pronostiqué une victoire de Fribourg face à Bienne 4-1, bon résultat, et une défaite 6-1 à Lausanne. Donc c'est un sans faute, un 100%, bravo. La classe. Merci. Donc, on a beaucoup de bol. De rage, j'ai pas actualisé le classement, mais Patricia caracole en tête. On va essayer de la rattraper. François, à toi l'honneur. Donc pour ces 2 matchs, samedi Fribourg-Lausanne, lundi Ambry-Gotteron en coupe. Alors moi j'ai une bonne tactique, je passe la parole à Pam, mais j'attends ces pronostics pour me décider. Bon, Fribourg-Lausanne 3-2 pour Fribourg. Et Ambry-Fribourg 1-2 pour Fribourg. Et combien de buts de Nettinen ? 1. Je vais garder le 3-2, mais je vais quand même le donner pour Lausanne contre Fribourg samedi. Et puis, j'ai bien envie de voir Gotteron en demi-finale de Coupe de Suisse. Donc, je pense qu'ils vont réussir à gagner à Ambry et ils vont gagner... ils vont museler Nettinen et ils vont gagner 4-1. Pour ma part, victoire de Gotteron face à Lausanne 2-0 avec un blanchissage. Ce serait le premier de Reto Berra. Donc Gotteron a vraiment serré les boulons après avoir ouvert les vannes pareillement face à Lausanne. Par contre, désolé de l'annoncer, mais ce sera une élimination pour les Dragons à Ambry avec une défaite 3-1 à la clé. Combien de buts de Nettinen ? Aucun. J'espère grappiller des points avec le blanchissage, avec aucun but de les Nettinen. Bonus, ça jamais. Hein. Ouais. On les ajoute, on verra si on les compte. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci Patricia, merci François. Merci à toi Pierre. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis pour faire le point sur ces pronostics et ces thématiques liées aux dragons. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord ? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.